Écoutez, je ne vais pas prétendre que je ne l'ai pas vu venir. Quand vous passez 28 ans à regarder vos parents traiter votre frère aîné comme le Messie tout en vous traitant comme un trophée de participation qu'ils ont oublié de jeter, vous développez un certain radar pour la déception. Mais même moi, je n'étais pas préparé à l'appel téléphonique qui est arrivé le jour de mon 20e anniversaire. Léo, chérie, nous devons te parler de quelque chose, a dit maman avec cette voix qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de me dire quelque chose que je n'aimerais pas mais que j'étais censé accepter avec grâce. Vous connaissez ce ton, mi-institutrice de maternelle, mi-négociatrice en prise d'otage. J'étais assis dans mon studio à Lyon, mangeant des restes de pad thaï pour le petit déjeuner, parce que c'est à ça que ressemble le succès quand on est un graphiste indépendant qui est encore en train de construire sa marque. L'endroit faisait 37 mètres carrés de rêves brisés et de meubles IKEA. Mais bon, au moins le radiateur fonctionnait la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Eh bien, ton père et moi avons discuté, et nous avons décidé d'aider Thomas avec un acompte pour une maison. J'ai attendu la suite. Il devait y avoir plus. Il n'y en avait pas, d'accord. C'est super pour Thomas. Nous lui donnons 90 000 €. J'ai failli faire tomber mon téléphone dans mon pad thaï, ce qui aurait été tragique car c'était littéralement mes 3 prochains repas. 90 000 €. Oui, nous voulons aider nos enfants à réussir. Nos enfants? Au singulier, apparemment. Alors, juste pour clarifier, ai-je dit, vous donnez à Thomas 90 000 € pour une maison. Et à moi, vous me donnez. Le silence. Le genre qui en dit long, qui écrit des thèses et les publie dans des revues à comité de lecture. Léo, tu es à une étape très différente de ta vie par rapport à Thomas. Tu as fait des choix différents. Thomas a une carrière stable, une relation sérieuse, un plan. Toi, tu es encore en train de te chercher. Me chercher? À 28 ans, je m'étais très bien trouvé, assis en sous-vêtements, mangeant des nouilles froides, regardant ma valeur nette partir en fumée. Nous savions que tu comprendrais. Tu as toujours été si indépendant. Indépendant? C'est une drôle de façon d'épeler, négligée, mais qui suis-je pour corriger ma propre mère? Voilà le truc quand on est la déception de la famille, c'est une lente accumulation de petits moments, de minuscules coupures qui finissent par former une grande cicatrice en forme de « pas assez bien ». Thomas a 3 ans de plus que moi, et dès l'instant où il a su marcher, il était en or. Littéralement. Des cheveux blonds qui captaient la lumière juste comme il faut. Maman l'appelait son petit rayon de soleil. Mes cheveux bruns étaient pratiques. Même mes cheveux étaient une déception. Thomas jouait au football américain, je jouais dans un groupe de jazz. Thomas sortait avec la reine du bal de promo, je sortais avec ma Xbox. Thomas a traversé l'université publique sans encombre avec un diplôme de commerce. Je suis allé dans une école d'art grâce à des prêts étudiants qui me survivront. Mais voilà ce qui me tue, j'ai essayé. Quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un concours national de design graphique. J'y ai passé 3 mois. J'ai à peine dormi. J'ai remporté la 2e place sur 3000 participants. La réponse de papa? Eh bien, au moins tu as fait de ton mieux. Thomas est arrivé 4e à une compétition de natation régionale, et papa lui a acheté un nouvel ordinateur portable. Je ne suis pas amer. D'accord, je suis un peu amer. Je suis comme une bière artisanale amère, complexe, avec des notes de ressentiment et une finale légèrement houblonnée. Maman n'a pas toujours été comme ça, cependant. Quand j'étais tout petit, avant que Thomas ne devienne le Golden Boy, elle s'asseyait avec moi pendant que je dessinais chocolat chaud et films Disney en me disant que je serais un jour un artiste célèbre. J'avais 7 ans quand j'ai dessiné ce dragon élaboré. Objectivement terrible, mais j'en étais fier. Maman l'a collé sur le réfrigérateur et a obligé papa à le regarder. Notre Léo va devenir un artiste, a-t-elle dit, et elle avait l'air fière. C'était avant que Thomas ne commence à gagner des choses. Après ça, mes dessins sont passés du réfrigérateur au mur d'art du sous-sol, un terme chic pour désigner l'endroit où l'on met les choses dont on est obligé de se soucier mais qu'on ne veut pas regarder. L'université a été mon arc de rédemption, sauf que j'ai obtenu mon diplôme en pleine économie de 2016 et j'ai découvert que la visibilité est apparemment devenue une monnaie d'échange. Mon premier emploi payait 26 000 € et exigeait 5 ans d'expérience, un master, et la maîtrise de logiciels qui n'existerait pas avant une autre décennie. J'ai tenu 8 mois avant d'être restructuré, ce qui en jargon d'entreprise veut dire viré,
et j'ai fini par travailler en freelance. C'est comme ça qu'on appelle le chômage quand on veut avoir l'air d'un entrepreneur dans les soirées. Mais j'ai continué à essayer. J'ai accepté tous les clients. J'ai conçu des logos pour des arnaques à la crypto-monnaie, des dépliants pour des groupes de garage, des graphiques Instagram pour des influenceurs qui payaient en visibilité. Lentement, péniblement, j'ai construit quelque chose. J'ai eu des clients corrects. J'ai commencé à facturer de l'argent réel. À 28 ans, je gagnais assez pour survivre. Pas confortablement, pas de manière impressionnante, mais assez. Et puis Thomas a annoncé qu'il achetait une maison. C'est arrivé au dîner du dimanche, une tradition sur laquelle mes parents insistaient même si nous vivions tous à 40 minutes les uns des autres dans des directions différentes. Nous prétendions être une famille fonctionnelle pendant 2 heures par semaine. Chloé et moi avons regardé des maisons, a dit Thomas en passant la purée de pommes de terre. Thomas passait toujours les choses. Serviable. Super quartier à Écully, mais les acomptes sont déments. Papa s'est redressé comme un golden retriever entendant le mot « promenade ». Combien? Les maisons tournent autour de 450 000 €. Il nous faudrait 90 000 € d'acompte pour éviter l'assurance prêt privé. Je les ai regardés échanger ce regard de gens mariés où des conversations entières se déroulent en un coup d'œil. Et si on vous aidait, a dit papa. Le visage de Thomas s'est illuminé. Papa, je ne pourrais pas, tu ne demandes pas, nous offrons. Papa a pris cet air satisfait. Il est temps que nous aidions notre fils à construire son avenir. Notre fils. Au singulier. Maman m'a regardé, se sentant probablement coupable. Léo, quand tu seras prêt à te poser. Ça va. C'est super pour Thomas. Thomas avait l'air mal à l'aise. Merci, Léo. Je suis sur 15 jours. Carrément. Quand je ne serai plus un échec aussi catastrophique. J'ai souri pour montrer que je plaisantais, mais nous savions tous que ce n'était pas le cas. C'était 3 mois avant l'appel de mon anniversaire. 3 mois de dîner du dimanche à discuter de la recherche de maison de Thomas comme s'il s'agissait de l'alunissage. 3 mois de « nous avons alloué nos ressources ailleurs », chaque fois que j'avais besoin de matériel de travail. Alors, quand maman a appelé le jour de mon anniversaire pour me dire officiellement que je n'aurais rien, je n'ai pas été surpris. Ce qui m'a surpris, c'est ce qui a suivi. Nous organisons un dîner de célébration ce dimanche. Thomas signe pour la maison. Tu viendras, n'est-ce pas? Une célébration pour que Thomas reçoive leur argent le jour de mon anniversaire. En fait, j'ai des projets. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Je mange de la glace directement dans le pot et je remets en question mes choix de vie, probablement. Mais j'ai dit, je vois des amis. Tu sais ce que c'est. Eh bien, tu nous manqueras. Peut-être un dîner d'anniversaire la semaine prochaine? Bien sûr, maman. La semaine prochaine. Nous savions tous les deux que, la semaine prochaine, n'arriverait jamais. J'ai raccroché et je suis resté assis là, à regarder ma vie. 28 ans, 37 mètres carrés, une valeur nette négative. Une famille qui se souvenait de mon existence peut-être 12 fois par an, principalement quand ils avaient besoin de quelqu'un pour se sentir supérieur. C'est là que quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire, pas de montage de film, pas de musique inspirante, juste une prise de conscience tranquille que j'en avais fini. Fini d'essayer d'obtenir leur approbation. Fini de me présenter pour qu'on me rappelle mon insuffisance. Fini d'être la chute de l'histoire à succès de Thomas. Je n'allais pas couper les ponts de manière dramatique ou envoyer un manifeste. J'allais juste arrêter. Arrêter d'appeler, arrêter de rendre visite, arrêter de mettre de l'énergie dans une relation à sens unique. Qu'ils gardent leur golden boy et leur récit parfait. Je construirais autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais ce serait à moi. La première semaine de silence a été étrange. Je me surprenais constamment sur le point d'envoyer un texto stupide à maman, comme un mème que j'avais vu ou une pensée aléatoire sur la météo. Un réflexe musculaire de 28 ans à essayer de maintenir une connexion qui n'avait jamais vraiment existé. La deuxième semaine, j'ai remarqué qu'il n'avait pas non plus cherché à me joindre. Pas un seul « Salut, comment vas-tu » ou « Tu nous as manqué au dîner ». Juste le silence, ce qui, honnêtement, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur à quel point ils avaient réellement pensé à moi pendant tout ce temps. Thomas a envoyé un texto une fois. Ça va? Maman a dit que tu étais occupé.
J'ai répondu, oui, submergé de travail. Félicitations pour la maison. Il a répondu avec un emoji pouce levé. C'était toute l'étendue de notre lien fraternel. Voilà ce que personne ne vous dit sur le fait de couper les ponts avec votre famille, le plus dur n'est pas qu'il vous manque. C'est de réaliser à quel point il vous manque peu une fois qu'ils sont partis. Je pensais que je sentirais ce vide immense, cette perte douloureuse. Au lieu de ça, je me suis senti plus léger, plus libre, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres et que j'avais enfin réalisé que je pouvais simplement le poser. Mais la liberté ne paie pas le loyer, et mon appartement de 37 mètres carrés était toujours 37 mètres carrés de cherté. Je me suis jeté dans le travail avec le genre d'énergie maniaque qui mène soit à une percée, soit à une dépression. Dans mon cas, heureusement, c'était la première option. Je travaillais sur le design d'un logo pour une petite entreprise de torréfaction de café. Rien d'extraordinaire, juste une entreprise locale qui essayait d'avoir l'air légitime. Le propriétaire, Marc, était un homme d'âge mûr qui avait quitté son emploi en entreprise pour suivre son rêve de faire du café prétentieux pour les hipsters. Nous avions fait des allers-retours sur les révisions pendant des semaines. Je veux que ça ait l'air authentique mais moderne, avait-il dit. Rustique mais épuré. Audacieux mais subtil. Traduction, je n'ai aucune idée de ce que je veux, mais je saurai que ce n'est pas ça quand je le verrai. Mais quelque chose s'est débloqué à la révision numéro 17. J'ai créé ce design qui était simple, presque brutalement minimaliste, juste des lignes épurées et un espace négatif qui, d'une manière ou d'une autre, captait exactement ce que sa marque essayait d'être. Marc m'a appelé à 23h quand je l'ai envoyé. Léo, c'est ça. C'est exactement ça. Combien je te dois? Je lui avais initialement proposé un devis de 750 €, ce qui était déjà sous-facturé pour la quantité de travail que j'avais fourni. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être que c'était l'euphorie d'avoir enfin créé quelque chose qui fonctionnait. Peut-être que c'était la colère résiduelle envers mes parents. Peut-être que j'en avais juste marre de me sous-évaluer. 1100 €, ai-je dit, m'attendant pleinement à ce qu'il rechigne. Marché conclu. J'ouvre aussi un deuxième emplacement l'année prochaine. Serais-tu intéressé pour faire toute l'image de marque pour celui-là? La signalétique, le design des menus, l'emballage, tout le tout team. J'ai essayé de rester cool. Oui, je pourrais probablement trouver du temps pour ça. Super. Je pense à environ 14 000 € pour le package complet. Est-ce que ça te convient? J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. 14 000 €, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 4 derniers mois réunis. Ça me convient. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement à fixer le mur. 14 000 € pour faire un travail que j'aimais vraiment, pour un client qui appréciait ce que je créais. C'était à la fois une validation et une vengeance. Ce projet en a entraîné un autre, et celui-là en a entraîné 3 de plus. Il s'avère que lorsqu'on arrête de dépenser toute son énergie émotionnelle à essayer de gagner l'approbation de ses parents, il en reste beaucoup plus pour faire du bon travail. En 6 mois, j'ai doublé mes revenus. Toujours pas riche, loin de là, mais assez à l'aise pour pouvoir faire mes courses sans vérifier mon compte en banque d'abord. J'ai quitté ma boîte à dépression de 37 mètres carrés pour un appartement avec une chambre qui avait de vraies pièces séparées. Concept révolutionnaire. J'ai même acheté un canapé qui ne venait pas du Bon Coin. Au 9e mois, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Je me réveillais et je me sentais content, heureux même. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et c'était suffisant. J'ai commencé à aller à la salle de sport, ce qui ressemble à un cliché post-rupture sauf que c'était une rupture post-familiale et c'était encore plus triste mais ça faisait du bien de faire quelque chose juste pour moi. De plus, la rancune est un excellent complément de pré-entraînement. Vers le 10e mois, j'ai rencontré Camille dans un café. Elle travaillait sur son ordinateur portable à la table à côté de la mienne, et nous avons entamé une conversation sur le Wi-Fi épouvantable et nous nous sommes liés d'amitié autour de notre frustration mutuelle face à la vie de freelance. Elle était rédactrice, avec le même genre d'énergie de battante que moi. Nous avons commencé à nous retrouver pour travailler ensemble dans des cafés, des bibliothèques, et finalement dans nos appartements respectifs. Ce n'était pas romantique au début, juste 2 personnes qui comprenaient l'enfer spécifique d'être à son compte et seule face à ça. Puis, un soir, nous travaillions tard chez elle, et elle m'a simplement regardé et a dit « Je t'aime beaucoup ». Tu sais ça? Je ne vais pas mentir, je me suis complètement figé.
émotionnellement retardé, ne commence même pas à décrire mes compétences relationnelles. Mais Camille a ri de ma panique et a dit, tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. 2 semaines plus tard, nous sortions ensemble. Elle était drôle, ambitieuse, et comprenait pourquoi je ne parlais jamais de ma famille sans que cela devienne bizarre. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire des 90 000 € et de l'appel d'anniversaire, elle a juste secoué la tête. C'est vraiment moche, a-t-elle dit simplement. Je suis désolé qu'il t'ait fait ça. Pas de, peut-être qu'ils avaient leur raison. Ou, je suis sûr qu'ils t'aiment à leur manière. Juste la validation que c'était, en effet, moche. Révolutionnaire. 1 an après avoir cessé de parler à ma famille, Camille et moi étions en train de bruncher avec la gueule de bois et heureux quand mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai fixé comme si c'était une bombe. Tu vas répondre, a demandé Camille. Je ne sais pas, est-ce que tu en as envie? En avais-je envie? Une partie de moi était curieuse. Une partie de moi voulait l'entendre s'excuser, admettre qu'ils avaient eu tort, me supplier de revenir. Mais une plus grande partie de moi savait que cela n'arriverait pas. J'ai laissé le répondeur se déclencher. 5 minutes plus tard, j'ai écouté le message. Léo, chérie, c'est maman. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis si longtemps. Ton père et moi sommes inquiets. Thomas est inquiet aussi. S'il te plaît, rappelle-nous. Tu nous manques. Tu nous manques. Après 1 an de silence. Après qu'ils aient donné 90 000 € à Thomas et rien d'autre que de la déception à moi. J'ai effacé le message. Qu'est-ce qu'elle a dit, a demandé Camille. Qu'il s'ennuie de moi. Tu la crois? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Est-ce que je croyais que ma mère s'ennuyait de moi? Peut-être. De la même manière qu'un vieux meuble vous manque après que vous ayez redécoré. Pas assez pour vraiment faire quelque chose, juste une vague sensation que quelque chose était là avant. Non, ai-je dit finalement. Je ne crois pas, Camille m'a serré la main. Alors tu n'as pas à rappeler. Alors je ne l'ai pas fait. 2 semaines plus tard, Thomas a appelé. J'ai répondu, principalement par curiosité. Léo, qu'est-ce qui se passe? Maman et papa paniquent. Ils ont dit que tu ne les avais pas rappelés. J'ai été occupé. Pendant 1 an. Argument valable. Oui, Thomas. Pendant 1 an. Silence de son côté. Puis, c'est à propos de l'histoire de la maison. Parce que je leur ai dit qu'ils auraient dû t'aider aussi. J'ai dit que ce n'était pas juste. Cela m'a surpris. Tu as fait ça? Bien sûr que oui. Tu es mon frère. Mais tu sais comment ils sont. Ils ont dit que tu comprendrais, que tu étais indépendant et que tu n'avais pas besoin d'aide. Alors, tu les as juste laissés faire? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Refuser 90 000 € par principe? Argument valable aussi, ce qui m'a rendu encore plus en colère. Non, je suppose que non. Écoute, rappelle juste maman, d'accord? Elle me rend fou avec ça. Elle pense que tu es en colère contre eux ou quelque chose comme ça. Je suis en colère contre eux. Eh bien, je ne sais pas régler ça ou je ne sais quoi. Je dois y aller, Chloé appelle. Mais sérieusement, appelle-la. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis là, ressentant tous les vieux sentiments familiers, ce mélange toxique de colère, de culpabilité et d'insuffisance. La partie raisonnable de mon cerveau savait que j'avais tout à fait le droit d'être contrarié. Mais la partie de moi qui avait passé 28 ans à être entraînée à accommoder les sentiments de tout le monde a commencé à murmurer que j'étais peut-être dramatique. Que je devrais peut-être simplement la rappeler. Que j'étais peut-être le problème. Camille m'a trouvé comme ça, fixant mon téléphone. Thomas? A-t-elle deviné? Il a dit que maman panique. Il pense que je devrais la rappeler. Est-ce que tu en as envie? Je ne sais pas ce que je veux. Je sais juste que j'en ai marre de me sentir comme le méchant parce que j'ai des limites. Alors n'appelle pas. Tu ne leur dois pas l'accès à ta vie juste parce qu'ils ont soudainement décidé qu'ils le voulaient. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont 2 choses très différentes. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de ça, j'ai continué à travailler, à construire, à grandir. J'ai eu plus de clients,
j'ai de nouveau augmenté mes tarifs, j'ai commencé à refuser des projets qui ne m'excitaient pas. Concept nouveau, ça avoir le luxe d'être sélectif. Au 18e mois, j'avais économisé assez d'argent pour commencer à penser à quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, acheter une propriété. Pas une maison, pas encore, mais peut-être un petit terrain quelque part. Un endroit qui était à moi. Un endroit que j'avais gagné. Un endroit avec lequel mes parents n'avaient rien à voir. J'ai commencé à regarder les annonces en ligne tard le soir, rêvant de ce que je pourrais y construire. Pas seulement physiquement, mais métaphoriquement. Une vie complètement séparée de la famille qui n'avait jamais vu ma valeur. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce rêve était sur le point de devenir quelque chose de plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. Et mon frère était sur le point de passer devant en voiture, de s'arrêter et d'appeler notre père en hurlant. Mais ça vient plus tard. Trouver la propriété a été un pur accident. Je ne cherchais même pas ce jour-là. Camille et moi étions partis en voiture jusqu'au Mont d'Or pour une randonnée le temps d'un week-end, un de ces voyages spontanés où l'on se réveille un samedi et l'on décide qu'on a besoin de voir des arbres plus hauts que son immeuble. Nous sortions ensemble depuis environ 6 mois à ce moment-là, et les choses devenaient sérieuses de cette manière confortable où l'on arrête de faire semblant de ne pas ronfler. Sur le chemin du retour, nous avons pris un mauvais virage spectaculairement mauvais. Le GPS a perdu le signal. Camille naviguait avec une vraie carte en papier comme si nous étions des pionniers. Et d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés sur cette route de campagne à environ 40 minutes de Lyon qui semblait n'avoir pas vu d'équipe de pavage depuis l'époque de Mitterrand. Je crois qu'on est perdu, a dit Camille, ce qui était l'euphémisme de l'année. On n'est pas perdu. On part à l'aventure. J'essayais de rester positif même si mon téléphone n'avait pas de réseau et que nous étions passés 2 fois devant la même grange abandonnée et effrayante. Puis nous avons tourné au coin d'une rue, et c'était là, 2 hectares de terrain en friche avec un panneau, à vendre, peint à la main à peine visible à travers les buissons de murs. La propriété donnait sur un petit ruisseau, avait d'immenses sapins anciens disséminés partout, et une vue qui vous faisait comprendre pourquoi les gens écrivent de la poésie sur la nature. C'était complètement irréalisable. L'allée était plus une suggestion qu'une réalité. Il n'y avait pas de maison, pas de service public, juste un terrain brut qui nécessiterait des milliers d'euros juste pour le rendre constructible. Je me suis quand même garé. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Camille. « Je veux jeter un œil. » Léo, on est au milieu de nulle part. C'est comme ça que les films d'horreur commencent. Mais j'étais déjà sorti de la voiture, marchant sur ce qui aurait pu être une allée à un moment de l'histoire. La propriété était encore mieux de près. Calme de cette façon que seules les forêts peuvent l'être, où le silence n'est pas vide mais rempli de petits bruits, les oiseaux, le vent dans les arbres, le ruisseau au loin. Je suis resté là et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la possibilité. Le numéro sur le panneau était à peine lisible, mais j'ai pris une photo et je me suis promis mentalement d'appeler dès que nous aurions du réseau. « Tu es sérieux à ce sujet ?» a dit Camille quand je suis revenu à la voiture. « Peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux probablement pas me le permettre de toute façon. Tu devrais appeler. » J'ai appelé. Le lendemain, avec une gueule de bois d'enfer, sentant encore le feu de camp. Le propriétaire était un homme nommé François. Il devait avoir dans les 70 ans, avec une voix comme du papier de verre. « La propriété vous intéresse ?» a-t-il demandé. « Peut-être. »« Combien en demandez-vous » ? 42 000 euros. J'ai de nouveau failli laisser tomber le téléphone. Apparemment, ça devenait une habitude. 42 000 euros pour 2 hectares. Ouais. C'est inconstructible en l'état. Il faut une fosse septique, un puits, et y amener l'électricité. Mais la terre est bonne. Elle est dans ma famille depuis les années 50. Je suis juste trop vieux pour en faire quoi que ce soit maintenant. 42 000 euros. C'était moins que ce que mes parents avaient donné à Thomas pour un acompte. Moins de la moitié, en fait. J'avais 30 000 euros d'économie chaque euro que j'avais raclé au cours des 18 derniers mois en disant non à ma famille et oui à moi-même. « Accepteriez-vous 28 000 euros ?» ai-je demandé, m'attendant à ce qu'il rit. « Mon garçon, je demande 42 parce que c'est ce dont j'ai besoin. Les impôts fonciers, quelques factures médicales. Je ne peux pas descendre plus bas. » C'était juste. Je ne pouvais pas en vouloir à un homme de 70 ans d'avoir besoin de payer ses factures. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, déçu mais pas surpris. Il me manquait 12 000 euros.
Autant dire 1 million. Mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Cette propriété me hantait. J'en rêvais, j'imaginais ce que je pourrais y construire. Pas forcément une maison, juste quelque chose. Un studio, un atelier, un endroit qui était complètement, indéniablement à moi. Camille m'a surpris en train de regarder les photos que j'avais prises pour la 100e fois. « Tu veux vraiment ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « Ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas me le permettre. Et si je t'aidais ?» Je l'ai regardé. « Quoi ? J'ai quelques économies. Pas beaucoup, mais peut-être 7500 €. On pourrait l'acheter ensemble. » Camille, c'est ton argent. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas ? On parle d'emménager ensemble de toute façon. Ça pourrait être notre projet. Quelque chose que nous construirions ensemble, littéralement. Je voulais dire oui immédiatement. Mais quelque chose m'a arrêté. Et si ça ne marche pas entre nous ? Je veux dire. Elle est restée silencieuse un moment. Alors on trouvera une solution comme des adultes. On rédigera des papiers. On rendra ça légal. On protégera nos 2 investissements. Mais Léo, tu ne peux pas laisser la peur de l'échec t'empêcher d'essayer quelque chose que tu veux vraiment. Tu as fait ça toute ta vie avec ta famille. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Depuis quand était-elle devenue si douée pour avoir raison ? D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Nous avons rappelé François cet après-midi-là. Nous avons offert 37 000 € tout ce que nous pouvions rassembler. Il a mis 3 jours à y réfléchir. 3 jours où j'ai à peine dormi, actualisant obsessionnellement mes courriels comme si ça allait le faire décider plus vite. Finalement. D'accord, mon garçon. 37 000 €. Mais vous payez les frais de clôture. Marché conclu. Le processus a pris 2 mois. Paperasse, inspection, plus de paperasse, recherche de titres de propriété, encore plus de paperasse. Il s'avère qu'acheter un terrain consiste principalement à signer son nom jusqu'à avoir des crampes à la main. Camille et moi avons rédigé un accord avec un avocat, 60% pour moi, 40% pour elle, reflétant notre investissement. Si nous rompions, nous nous rachèterions nos parts ou nous vendrions et partagerions les bénéfices. Très romantique, mais aussi très nécessaire. Le jour de la clôture a été sans faste. Juste nous et François dans le bureau d'une société de titres, signant des papiers, nous serrant la main. François m'a donné le panneau, à vendre, original peint à la main en guise de plaisanterie. Vous l'avez mérité, a-t-il dit. Bonne chance avec l'endroit. Et juste comme ça, je possédais un terrain. 2 hectares de possibilités. Je suis resté là après son départ, tenant l'acte de propriété, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais un enfant dessinant des dragons, la fierté. Les premiers mois n'ont été que du nettoyage. Camille et moi allions là-bas les week-ends, défrichions les buissons de murs, enlevions les déchets que les anciens propriétaires avaient jetés. C'était un travail difficile, le genre qui vous laisse endolori et sale, et étrangement satisfait. J'ai commencé à planifier, j'ai dessiné les croquis d'une petite cabane, rien d'extraordinaire, peut-être 74 mètres carrés, quelque chose que je pourrais potentiellement construire moi-même avec l'aide de YouTube et une pure obstination. Puis j'ai eu une meilleure idée. Un de mes clients était un architecte, un jeune homme nommé Julien, qui concevait des maisons durables. Nous avons commencé à parler de la propriété autour d'un café, et il s'est enthousiasmé de la manière dont les architectes le font quand ils voient un projet sur lequel ils veulent vraiment travailler. Et si on en faisait un projet vitrine, a-t-il dit. Je le conçois. Tu fais toute l'image de marquer les supports marketing pour mon cabinet en échange. Nous documentons tout le processus de construction. Nous l'utilisons pour nos 2 portfolios. Je n'ai pas les moyens de construire quelque chose de luxueux, Julien. Qui a parlé de luxe ? Petit, efficace, durable. On le fait bien, on réduit les coûts. On prouve qu'on n'a pas besoin d'un cadeau de 90 000 € de ses parents pour posséder quelque chose de beau. Cette dernière partie a fait mouche. Il connaissait mon histoire. La plupart de mes amis proches la connaissaient à ce moment-là. Au cours des 6 mois suivants, nous l'avons conçue ensemble, une cabane de 56 mètres carrés avec une chambre en mezzanine, des toilettes à compostage, une collecte d'eau de pluie, des panneaux solaires. Non pas parce que j'étais un croisé de l'environnement, mais parce que c'était moins cher que de raccorder les services publics à la propriété. Budget total, 60 000 €,
y compris les permis et les matériaux. J'avais environ 14 000 € d'économies en plus de ce que j'avais mis dans le terrain. Camille a contribué avec 9 000 € supplémentaires. Le reste, je l'ai financé avec un petit prêt à la construction à un taux qui me donnait la nausée mais qui était faisable. Nous avons commencé les travaux au printemps. J'ai engagé un entrepreneur pour les fondations et la charpente, des choses qui dépassaient mon éducation YouTube. Mais les travaux intérieurs, je les ai faits moi-même, les soirs et les week-ends, en apprenant au fur et à mesure. Camille aidait quand elle le pouvait, principalement pour la peinture et les finitions. Mon ami Marc de l'entreprise de café est venu certains samedis avec une équipe de ses employés, des gars qui s'y connaissaient en outils et qui étaient heureux d'aider en échange de bière et de pizza. C'était le travail physique le plus dur que j'ai jamais fait. J'ai perdu 7 kilos, j'ai eu des callosités par-dessus les callosités, et j'ai appris que la construction, c'est 90% de résolution de problèmes et 10% de jurons. Mais lentement, péniblement, ça a pris forme. À l'automne, 18 mois après avoir cessé de parler à ma famille, j'avais une cabane. Petite, simple, complètement hors réseau, et entièrement à moi. Enfin, 60% à moi, mais quand même. Julien l'a photographiée pour son portfolio. Les clichés étaient stupéfiants, la lumière dorée du soir filtrant à travers les arbres, la cabane ressemblant à quelque chose sorti d'AD Magazine bien qu'elle ait coûté une fraction de ce que la maison de Thomas avait coûté. J'ai posté une photo sur Instagram, la première fois que je partageais quelque chose sur le projet publiquement. Juste la cabane de l'extérieur. Sans contexte. Légende, j'ai construit ça. Fier de ça. En 1 heure, elle avait plus de mentions « j'aime » que tout ce que j'avais jamais posté. En 1 jour, un blog de design local m'avait contacté pour la présenter. En 1 semaine, 3 clients potentiels m'avaient contacté pour des projets similaires. Et quelque part là-dedans, Thomas l'a vu. Il rentrait d'une randonnée avec des amis, a pris un mauvais virage, le même mauvais virage que Camille et moi avions pris. Il s'est retrouvé sur cette route de campagne, a reconnu ma voiture dans l'allée, s'est arrêté, s'est approché, a vu la cabane. C'est là qu'il a appelé papa. Tu dois voir ça tout de suite, a-t-il hurlé dans le téléphone, assez fort pour que je l'entende de l'intérieur de la cabane où j'installais des ferrures de placard. Je suis sorti pour trouver Thomas debout là, le téléphone à l'oreille, fixant ma cabane comme si c'était un vaisseau spatial extraterrestre. Nos regards se sont croisés. Je te rappelle, a-t-il dit à papa en raccrochant. Salut, Thomas. C'est quoi ce bordel, Léo? J'ai regardé ma cabane, mon magnifique petit doigt d'honneur de 56 mètres carrés aux attentes familiales. Ça, ai-je dit, c'est à moi. Thomas est resté là à regarder, pas moi, mais la cabane. Tu as construit ça, a-t-il finalement demandé. Avec de l'aide, ouais. Comment? Tu étais fauché, tu vivais dans cette boîte à chaussures, tu mangeais des ramen. C'était il y a 2 ans, Thomas. Mais papa m'a donné 90 000 €, et tu n'avais rien. Comment as-tu? Il s'avère que quand on ne dépense pas toute son énergie à essayer de gagner l'approbation de gens qui s'en fichent, on peut réellement accomplir des choses. Son visage est devenu défensif. Ce n'est pas juste. Ah non? C'est quand la dernière fois que maman ou papa ont posé des questions sur mon travail? Ma vie? Il n'a pas répondu. J'ai acheté ce terrain pour 37 000 €. J'ai construit la cabane pour 60 000. J'ai fait la plupart du travail moi-même. Pas de cadeau. Juste moi, en me débrouillant. Thomas avait l'air secoué. Léo. Je ne savais pas. Je pensais que Tu pensais que j'échouais encore. Que j'étais toujours la déception. Camille est sortie à ce moment-là. Tout va bien? Camille, voici Thomas. Thomas, Camille. Ils se sont serrés la main maladroitement. Thomas l'a regardé retourner à l'intérieur. Tu as acheté une propriété avec ta copine? Nous avons rédigé des accords légaux, nous l'avons officialisé. Ça s'appelle planifier, être responsable. Toutes ces choses que papa disait que je ne pouvais pas faire. Il avait l'air mal à l'aise. Je leur ai dit qu'ils devraient t'aider aussi. Mais tu l'as pris quand même. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Considérer que ce n'était pas juste? Penser à quelqu'un d'autre que toi. Thomas a sorti son téléphone. J'appelle papa. Il doit voir ça. Thomas, non. Papa, je suis chez Léo. Tu dois venir ici.
Maintenant. 32 minutes plus tard, le camion de papa s'est garé. Maman est sortie la première, l'air déconcerté. Papa a suivi, le visage indéchiffrable. Léo, qu'est-ce que c'est, a demandé maman. Ma propriété. 2 hectares. Ma cabane. Papa s'est approché lentement, examinant les panneaux solaires, le design. Tu as construit ça? Avec quel argent? La voilà. Pas de, je suis fier de toi. Juste, comment as-tu pu te permettre ça sans nous? Je l'ai économisé. Je l'ai gagné. J'ai fait le travail moi-même. Mais nous pensions que tu avais des difficultés. Je n'avais pas de difficultés. Je travaillais, je construisais quelque chose sans vous. La voix de papa était basse. Il a raison, Hélène. Regarde cet endroit. Il y avait quelque chose de nouveau dans son ton. Du respect. Du regret. Nous avons donné 90 000 € à Thomas, et il a acheté une maison qui ressemble à toutes les autres. Léo a construit ça pour moins de la moitié. Thomas a protesté, mais papa l'a ignoré. Je me suis trompé sur toi, sur ce à quoi ressemble le succès. Tu n'échouais pas. Tu étais juste sur une route différente. Je ne savais pas quoi dire. J'avais imaginé ce moment comme triomphal, mais ici et maintenant, ça semblait plus petit, plus triste. Tu aurais dû nous rappeler, a dit maman. Nous étions inquiets. Vraiment? Ou étiez-vous simplement mal à l'aise avec le silence? Elle a tressailli. C'est cruel. Donner tout à Thomas et ne me donner rien d'autre que des critiques l'était aussi. Oublier mon anniversaire l'était aussi. Me traiter comme si je n'existais pas l'était aussi. Nous n'avons jamais, a commencé maman, mais les mots sont morts dans sa gorge. Nous savions tous que c'était vrai. Je n'ai plus besoin de votre approbation, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je vais bien. Vraiment bien, pour la première fois. Et maintenant, a demandé Thomas. Tu nous coupes les ponts pour toujours? Peut-être. Ou peut-être que nous trouverons à quoi ressemble une relation où je ne suis pas la déception et où tu n'es pas l'enfant chéri. Où ils nous traitent comme des égaux. Papa s'est raclé la gorge. On peut voir à l'intérieur. J'ai regardé Camille à travers la fenêtre. Elle a hoché la tête. Oui, vous pouvez voir. Je leur ai fait faire le tour, je les ai regardés réaliser que ce n'était pas juste une cabane. C'était une preuve. La preuve que j'étais capable, compétent, que je réussissais selon mes propres termes. Dehors à nouveau, le soleil se couchait à travers les arbres. Je dois réfléchir si je veux que vous reveniez dans ma vie, ai-je dit. Et si c'est le cas, ça va être différent. Des limites, du respect. Plus de comparaison. C'est juste, a dit papa. Maman avait l'air de vouloir argumenter mais est restée silencieuse. Thomas est resté en retrait après leur départ. Je suis désolé. Pour de vrai cette fois. Désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Merci, ai-je dit. Et je le pensais. Camille est sortie et a passé son bras autour de moi. Comment tu te sens? Fatigué. Soulagé. Triste. Fier. Tout ça à la fois. C'est normal. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Nous nous sommes assis sur le porche, regardant la dernière lueur s'estomper. Ma propriété, ma cabane, ma vie construite à partir de rien, malgré tout. Peut-être qu'un jour je les laisserai revenir. Peut-être que nous trouverions un moyen d'être une vraie famille. Mais ce soir, j'allais juste apprécier ce que j'avais construit. Pas seulement la cabane, tout le foutu projet.